Questions-réponses. Marc, c'est à toi. Merci François. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver, puisque j'ai l'avantage, l'honneur d'être invité pour la troisième fois. J'en remercie François, Gérard, tous ceux qui m'ont conduit là cet après-midi. Je dois aussi un remerciement à l'introducteur de notre débat. Je crois que la dimension historique dans laquelle il a inscrit notre débat est très précieuse. Le rappel notamment des lois dites scélérates par ceux qui en faisaient les frais était très intéressant. Certains auteurs ont pu même aller jusqu'à écrire un livre qui s'appelait « La République contre les libertés » et qui mettait l'accent sur ces entreprises législatives liberticides, étant entendu que dans ce moment-là, la République estimait avoir deux adversaires fiefés, les monarchistes d'un côté, qui n'avaient pas renoncé à reprendre le dessus, et les anarchistes, dont on a rappelé qu'ils professaient à ce moment-là ce qu'ils appelaient la propagande par le fait. Et comme l'a très justement rappelé Yvan Gastaut, ce n'est pas que les mesures liberticides aient vraiment produit tous leurs effets, mais toujours est-il que les attentats anarchistes ont cessé. Il y a une sorte de mutation et l'anarchisme s'est en quelque sorte hanté sur le syndicalisme et a produit une des dimensions de notre histoire nationale, qui est l'anarcho-syndicalisme, dont on peut d'ailleurs repérer ensuite les fils et la prospérité. Alors, François rappelait que les thèmes de nos débats sont fixés, choisis très en amont. Et lorsque il s'était agi de faire des variations sur le thème du conflit, tout naturellement, la justice s'était imposée comme un sujet à traiter, puisque la justice, c'est un mode de règlement des conflits. Et le 13 novembre est arrivé sur ces entrefaites, et ce que nous avions d'abord prévu de traiter, c'est-à-dire selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir, est apparu un peu, comment dirais-je, décalé. Et on n'a pas eu trop de mal avec François, par un coup de téléphone, de troquer une question de cour pour une autre question de cour, et donc de passer à la justice qui varie selon l'état des justiciables, à la grande question de cour, sécurité et liberté. Ou plutôt liberté au pluriel et sécurité au singulier. Alors, je me suis demandé s'il y avait malgré tout, est-ce qu'il n'y avait pas au fond quelque chose comme un lien entre le sujet que nous abandonnons et celui que nous retenons. J'ai osé, ça va vous paraître peut-être trop audacieux, mais au fond, le jugement blanc ou noir, il nous vient, sont deux vers des animaux malades de la peste, de La Fontaine. Et je me suis demandé si avec ce mot peste, que souvent dans notre histoire contemporaine, on associe à des mouvements idéologiques brutaux, détestables. Songez à la manière qu'on a désigné le nazisme, la peste brune, s'il n'y avait pas quelque chose qui nous permettait de relier la première citation à la deuxième. Car au fond, que s'agit-il de réfléchir lorsque on met ensemble ces deux mots, sécurité et liberté? La question est, que peut faire une démocratie confrontée à une idéologie, religieuse ou non, qui conteste les fondements mêmes de ces principes? Et à partir de quel moment, en restreignant les libertés pour conserver nos libertés, on se nie soi-même? À cette question, à
assez pénible parce qu'elle nous enserre dans une espèce de cercle vicieux. Il y a deux réponses. La première, elle est ultra connue, célèbre, jugée terrible par beaucoup, c'est Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et il y en a une autre qui n'est pas moins intéressante, alors elle a été dite par plusieurs, mais là je la reprends de Benjamin Franklin qui dit ceci: un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Je crois qu'il va falloir que nous discutions, réfléchissions, pensions entre ces deux pôles. Et pour ce faire, qui mieux que deux magistrats et un avocat. Éric de Montgolfier, que je ne présente pas à l'assistance. Vous avez vos habitudes ici, encore plus que moi, je crois. Procureur général honoraire. On s'en tient là pour votre CV. Marc Trévidic, pas la même génération, vous êtes en exercice. Et on vous connaît aussi assez bien, pas seulement à raison de vos enquêtes en Algérie ou ailleurs, mais parce que dans les circonstances que nous connaissons, vous avez été sollicité comme expert sur de nombreux plateaux de télévision ou en face de nombreux micros. Vous avez été pendant 10 ans, je dis 10 ans puisque c'était le délai fatidique à l'issue duquel vous deviez être transporté à Lille pour vous occuper des affaires familiales, ce qui, j'ai compris, ne vous convient pas trop, mais on peut comprendre qu'on puisse regretter qu'une expertise acquise comme ça, mais on y reviendra si vous voulez, mais ce n'est pas directement le sujet, bien sûr. Enfin, Paul-Albert Ivens, avocat, vous fûtes bâtonnier de Paris et vous êtes président de la conférence... Voilà, ancien président du Conseil national des barreaux. Vous êtes très attaché à... Vous intervenez beaucoup dans la... j'ai un peu envie de dire la justice sociale, mais enfin, c'est pas... la défense des démunis, d'une part. Et puis, alors, par ailleurs, vous êtes, dans l'actualité encore, un avocat de causes qui ne sont pas nécessairement les plus faciles à défendre. Vous avez défendu dans l'affaire mal nommée Clearstream M. Gergorin, et vous défendez M. Herzog dans l'affaire des écoutes de Sarkozy. Donc bravo, parce que ce sont de beaux défis qui vous sont ainsi lancés. Alors, je suis déjà trop long, d'autant que maintenant, je vais demander à chacun d'entre vous d'être court pour introduire notre sujet. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous commencions par ce que j'appellerais une pétition de principe, chacun, à votre tour, pour que l'on sache quelle position vous prenez sur cette sorte de tension entre les libertés qu'il faut conserver, la sûreté qu'il faut garantir, et les contradictions, la tension qui existe entre ces deux notions. Paul Albert. Oui, je voudrais commencer par évoquer M. Jiquel. Vous vous souvenez de ce présentateur de la télévision ? La France a peur. Et à l'époque, il parlait effectivement de choses peu importantes par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette idée que la France a peur domine notre débat et que l'on devrait se référer à la sagesse populaire qui veut que la peur est mauvaise conseillère. Lorsqu'on a peur, et c'est notre cas, ne dissimulons pas, que doit-on faire ? Se cacher dans l'émotion ou au contraire prendre du recul ? Prendre du recul, c'est de réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes, ce que veulent ceux d'en face, parce que même si nous ne sommes pas dans une guerre, il y a des gens en face de nous qui poursuivent des objectifs. Qu'est-ce qu'ils détestent chez nous ? Qu'est-ce qu'ils veulent abattre ? Ce qu'ils veulent abattre, c'est la liberté de nos sociétés. Et donc, que faire face à cette agression ? Renforcer nos libertés. Et vous avez été évoqué au début de notre réunion cette réaction du ministre norvégien qui avait été très mal perçue.
comme seront d'ailleurs peut-être mal perçus mes propos, mais je crois que c'est la seule réaction possible. Face aux ennemis de la liberté, opposons-leur la liberté. Et moi, la peur que j'ai actuellement, c'est de voir ce consensus social autour de mesures de plus en plus sécuritaires, alors qu'ainsi que ça a été évoqué depuis les années 80, notre législation pénale, notre procédure pénale se sont considérablement durcies, et on veut encore les durcir. Je ne parle pas de l'état d'urgence, qui est un moment pour faire face à l'émotion et qui, sur une période très brève et sur des sujets limités, me paraît tout à fait justifié. Mais je parle du durcissement général de la justice pénale, la loi sur le renseignement, ce qu'on nous annonce derrière l'état d'urgence. J'ai peur, pas pour moi, puisque il ne me reste plus guère de temps pour profiter des libertés, mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'ai vécu dans une société démocratique et j'observe avec inquiétude une population qui, sous prétexte de vouloir un peu plus de protection, est prête à abandonner. Et je voudrais, sur ce point, répondre par avance à ce que chacun d'entre vous se dit lorsqu'il s'agit de faire une société plus orwellienne, où nous sommes tous surveillés. Chacun se dit, finalement, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre de mesures de surveillance. Relisez Orwell et dites-vous bien que ceux qui pensent que quand on n'a rien à se reprocher, eh bien, on n'a rien à craindre d'une mesure de surveillance, pourraient dire la même chose. Quand on ne pense rien, on n'a pas à défendre la liberté de penser. Nos libertés sont indivisibles et il faut qu'on se batte pour elles. Merci. Monsieur de Montgolfier. J'ai presque envie de dire il a raison et de m'arrêter là, finalement. Ce serait plus simple. Vous savez, en suivant tout le débat qui s'est élevé dans le pays, et pas seulement hier dans cette salle, il fut assez chaud, il faut bien le dire, je pense que finalement, les ferments de division qui ont permis à Rome de conquérir la Gaule ne se sont pas estompés. C'est une des caractéristiques de notre pays, devant le danger, de passer beaucoup de temps à peser le pour, le contre, le pourquoi, le comment. Alors, c'est pas mauvais, parce que la suspension de quelques libertés individuelles, pas toutes quand même, ne vaut pas suspension de la liberté démocratique, celle qui doit conduire chacun d'entre nous, dans notre société, à s'interroger. Est-ce que nous sommes véritablement dans la situation que l'on décrit d'un point de vue politique et qui justifie des mesures exceptionnelles? Parfois, je m'interroge, je me dis, mais on nous parle d'état de guerre. Je vois le chef de l'État s'arroger contre la Constitution, je le maintiens en dépit d'une pratique gaulienne. Je vois le chef de l'État, finalement, décider de porter le fer dans des pays tiers, c'est-à-dire déclarer la guerre. Vous ne trouverez nulle part dans la Constitution cette capacité qui lui serait reconnue. Je vois le chef de l'État sur le porte-avions, hier, porte-avions de Gaulle, en chef de guerre. Est-ce que nous sommes en guerre ? Mais si nous sommes en guerre, qu'est-ce que c'est que ces petites mesurettes qu'on nous propose ? Est-ce bien adapté ? Est-ce qu'il n'en faut pas plus ? Est-ce qu'il ne faut pas suspendre plus de libertés, des libertés fondamentales ? Attendez, est-ce qu'il ne faut pas suspendre la liberté de la presse ? Est-ce qu'il ne faut pas... J'en suis assez partisan. Non pas de ce que je viens de dire, mais de ce que je vais dire. Une seconde. Il y avait une virgule que vous n'avez pas saisie, apparemment. Je suis assez partisan de réduire, Roland Carroll me le pardonnera, il ne sera pas goguenard, il aura ce recul que je lui reconnais habituellement et que je salue. Suspendre les sondages. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de dangereux aujourd'hui de vous consulter les uns et les autres dans la peur et dans la crainte pour vous demander ce que vous attendez ? Mais est-ce qu'on a besoin de payer des instituts pour cela ? Chacun sait que nous attendons tous que personne ne nous tire dessus, ne tire sur nos enfants, ne tire sur nos voisins, ne tire sur personne. C'est une évidence. Est-ce qu'on peut s'en tenir à cela ? Est-ce qu'il ne faut pas se rappeler qu'une des conquêtes de la démocratie, de la nôtre en particulier, c'est que la force ne saurait primer le droit.
précisément, on est en train d'inverser l'ordre des choses. On est en train de nous dire que, c'est pas nouveau non plus, que entre la liberté et la sécurité, on a bien fait d'évoquer la loi d'Alain Peyrefitte, que la gauche avait déclarée inadmissible. Elle en reprend aujourd'hui, quelques attributs. C'est vrai que c'est le moment de se poser la question de ce que nous aimons. Est-ce que nous aimons nos principes plus que nos vies? Est-ce que dans notre histoire, beaucoup n'ont pas sacrifié leur vie pour des principes? Est-ce qu'en paraissant terrifiés au point d'abandonner ces principes, nous ne répondons pas précisément à ce que l'on veut nous imposer, la terreur? Les terroristes impriment la terreur. Et c'est bien que vous ayez accepté de venir prendre des risques cet après-midi avec nous. J'espère qu'ils sont conscients au moins. Eh bien, c'est bien, si c'est conscient, que vous ayez non pas vaincu, mais surmonté votre peur. Je crois que c'est important. Maintenant, il va falloir faire un autre effort. C'est aller au-delà et dire, est-ce que tout ça est justifié? Est-ce que tout ça est adapté à la situation que nous connaissons? Pourquoi? Pourquoi depuis le 5 janvier, il ne s'est rien passé de fondamental? Vous voulez que j'aille plus vite? Bon, on va s'arrêter là. Alors, juste un mot encore. Je crois que c'est une question qu'il faut se poser. Ouais, j'avoue que je ne comprends pas bien pourquoi on n'a rien fait. Maintenant, quand vous dites que c'est à la justice de répondre, pardonnez-moi, je crois beaucoup à la prévention. Je sais par expérience que la justice ne répare rien. Quand les morts sont morts, le juge ne peut rien faire. Alors donc pour l'instant, liberté 2, sécurité 0. Allons-y. Merci de m'accueillir à Cannes. Alors évidemment, j'ai mon expérience personnelle et j'ai été 10 ans à l'instruction antiterroriste. Et même avant, j'avais été procureur antiterroriste entre 2000 et mars 2003. Et pourquoi je parle de cette époque? C'est qu'à cette époque, il y a eu le World Trade Center et que je me suis toujours demandé, et depuis cette époque, comment la France va réagir si un jour il lui arrive un truc pareil. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça ne nous était pas arrivé. Bien sûr qu'il y a eu 86, bien sûr qu'il y a eu 95, mais 95, toute la campagne d'attentats, ça fait 10 morts. Vous voyez, là, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Et je me suis posé cette question parce qu'à l'époque, donc, je m'occupais de l'islam radical pour le parquet de Paris, petite structure, 4 magistrats, un seul qui fait l'islam radical, c'était moi, les autres c'était les Corses et les Basques. C'est pour vous dire qu'on n'était pas nombreux, système judiciaire quand même. Et voilà le World Trade Center qui arrive, avec 2 réactions différentes. D'abord, face à la montée de la menace, les Anglais avaient pris un coup d'avance, ce qui est intéressant par rapport au problème du 7 janvier dont on parle, c'est-à-dire dire il faut prendre un coup d'avance, donc faire des lois dérogatoires avant même que le coup soit porté, donc on sent la menace poindre. Les Anglais avaient voté une loi en 2000, donc avant le World Trade Center, qui permettait d'incarcérer administrativement tout étranger suspecté de terrorisme. C'est quand même le pays de l'habeas corpus, c'est quand même un pays des droits de l'homme, et cette loi nous avait complètement scotché, littéralement. Ça a permis de mettre des grands prédicateurs de l'islam radical en rétention administrative, et grosso modo, la loi prévoyait que soit ils acceptent de retourner dans leur pays, soit ils restent détenus, sans juge du tout. Pas un seul juge intervenait dans ce système. Évidemment, certains ne voulaient pas repartir chez eux puisqu'ils étaient condamnés à mort, à Bouketada en Jordanie. Enfin, le choix était un peu délicat pour ces gens-là, on peut l'imaginer. Ça a duré comme ça jusqu'en 2004 où les Law Lords, la Cour supérieure britannique, a jugé cette loi contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi je prends cet exemple? C'est parce qu'on y est, nous, là, aujourd'hui. On a exactement la même problématique avec certains projets qui pourraient naître de détention administrative sans juge de quelqu'un suspecté de terrorisme.
Deuxième loi, les Américains. Alors eux, pour le coup, ils interviennent après le grand choc du World Trade Center, et ils vont résoudre le problème de façon assez rationnelle, selon eux. On ne va rien toucher à notre droit. C'est-à-dire que le territoire américain, ce sera toujours les juges, mais on va simplement mettre les gens hors du territoire américain, à Guantanamo, ce qui permet de les détenir par l'armée américaine sans qu'un juge américain ait pouvoir de dire quoi que ce soit. Sans même d'ailleurs que les autres pays puissent aller faire des auditions en demande d'entraide, etc. Ça, c'était une façon américaine de dire notre démocratie reste intacte sur le territoire américain puisque on les détient ailleurs, hors tout cadre juridique traditionnel avec des commissions militaires. Commissions militaires d'ailleurs qui avait été instaurée aussi dans cette fameuse loi sécurité et liberté, courte sûreté de la République, qui prévoyait des militaires dans cette structure-là. Donc c'était deux façons de voir les choses. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est dit comment on va faire, grosso modo, pour tenir notre système si un jour on avait un coup très dur. De 86 à aujourd'hui, notre système antiterroriste, même si les lois se sont durcies, est resté procéduralement inchangé. C'est-à-dire un pôle national antiterroriste, dont j'ai connu plusieurs fondateurs, Alain Marceau, Jean-Louis Bruguière, Laurence Levert, qui est toujours en poste, et donc qui ont fait perdurer tout ce système jusqu'à aujourd'hui. L'idée était la suivante. On fait appel à des juges et un système traditionnel, malgré tout, de police judiciaire et de code de procédure pénale, avec des aménagements, des capacités d'interpeller plus facilement, garder à vue plus facilement, des infractions spécifiques. Infractions d'association de malfaiteurs, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse arrêter les gens quand ils sont au stade préparatoire. Voilà. Tout ça était un cadre préventif judiciaire. La notion de prévention, c'est l'administration, l'administratif, le pouvoir exécutif et le judiciaire, c'est le juge, n'a jamais existé dans l'antiterrorisme. L'antiterrorisme, c'est créer un système judiciaire avec des infractions spécifiques qui permet d'arrêter les gens avant qu'ils passent à l'acte. C'était conçu comme ça. Et qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années ? Eh ben, on était en train de complètement croulant sous la tâche, je dirais, d'être inefficace. Et la seule question est, dans la matière terroriste, si la justice antiterroriste est inefficace, est-ce qu'on ne va pas se passer d'elle ? Si on ne peut pas prévenir les attentats, le risque qu'on avait et qu'on a toujours, c'est qu'on se passe de la justice antiterroriste. Là, on est au cœur de la problématique sécurité et liberté. Qui s'est posé en matière pénale ? On sait les débats sur la récidive, les délinquants sexuels, criminels sexuels, on s'est posé cette question aussi en droit commun. Mais le problème de l'équilibre entre les libertés et la sécurité, en matière terroriste, c'est encore plus prégnant, parce que c'est vraiment la sécurité absolue, la pression sécuritaire est énorme. En fait, c'est une école sur la question qu'on pose sécurité et liberté. Aujourd'hui, on est vraiment à la période charnière. Soit on continue à avoir un système judiciaire en le renforçant, soit on passe à autre chose, il n'y aura plus de juges, et on trouve un autre système. Et on a quelques mois pour choisir l'avenir de notre système, le temps de l'état d'urgence. Parce qu'après, ça va être trop tard. Merci, Marc Tabidi. Donc là, c'est clair, liberté 3, sécurité 0. Et pourtant, si, avec Roland Quérol, on mesure l'opinion et qu'on repère que 90% des personnes interrogées seraient favorables à sacrifier, s'il y a lieu, un peu de liberté pour un peu plus de sécurité, encore que là, on voit bien l'importance du choix des mots. Sacrifier, un peu, qu'est-ce que veut dire un peu plus, un peu moins. Néanmoins, on mesure quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à 3 libertés à 0 sécurité. Donc, c'est pas que je souhaite me faire l'avocat du diable, mais je vais quand même, et encore moins être le représentant de la majorité, qui n'est d'ailleurs pas silencieuse, mais je vais quand même être obligé de vous embêter un peu, quoi. Et par exemple,
en vous rappelant que dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est recensé comme droit imprescriptible naturel de l'homme la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est vous dire, hein, c'est une belle panoplie. Alors, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir aux deux mots, sûreté et sécurité. Car je pense que sûreté en 1789, ça n'est pas exactement le même sens que sécurité. Néanmoins, on voit l'idée qu'il y a d'assurer dans un état de droit quelque chose qui les garantisse, ces droits, y compris en ayant une police, en ayant des infractions, en ayant des feux rouges, en ayant des lignes jaunes. Bref, la liberté, c'est pas l'anarchie. Alors, qui veut intervenir sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et la place que prend la sûreté? Je vais essayer de vous répondre. Le problème est plus général que celui qui nous réunit ici. Il me semble que depuis une cinquantaine d'années, la société évolue vers la volonté d'une société sans risque. On va jusqu'au principe de précaution, etc. Ce qui est absurde. La société sans risque n'existe pas. Et la sûreté telle qu'elle était conçue effectivement en 1789, c'est simplement un minimum de sécurité. Ce n'est pas la sécurité absolue telle qu'elle est aujourd'hui réclamée par l'opinion publique, sans se rendre compte que cette réclamation de sécurité, cette aspiration à la sécurité absolue, est un non-sens d'une part et liberticide d'autre part. On vit dans une société qui nécessairement nous expose à un risque. Nous nous promenons dans la rue, nous pouvons recevoir une tuile sur la tête. Nous traversons la rue, nous pouvons nous faire écraser. Il n'y a pas une société qui nous garantira contre ce type de risque. Hélas, nous risquons aussi de prendre une balle, un règlement de compte, un fou, un terroriste. Mais ces risques, il faut quand même en avoir conscience, sont infiniment moindres qu'à travers l'histoire, nos pères, nos grands-parents, etc., les ont connus. Les guerres ont été terrifiantes. Je m'incline absolument devant les 80 morts du Bataclan, c'est abominable, etc. Mais quand on pense à la guerre, vous savez, on a l'habitude de parler de la guerre de 40, la campagne, la Blitzkrieg des Allemands. On dit que c'était une promenade de santé des blindés allemands qui ont traversé la France. Récemment, on rappelait qu'il y avait eu 100 000 morts. 100 000. La guerre, c'est ça. On n'est quand même heureusement pas dans ce contexte. On est dans un contexte de risque. Alors, est-ce qu'il faut dire « je veux vivre dans un pays où il n'y a aucun risque » ? En tous les cas, ce n'est pas la société où je veux vivre. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes une population vieillissante. Et que plus on vieillit, plus on aspire à avoir le moins de risques possible. Et je vois l'aspiration de la société qui refuse le risque. Eh bien, une société sans risque ne vaut pas, à mes yeux, d'être vécue. Que pense monsieur le procureur général de la notion de sûreté, vous qui requérez au nom de la société et qui sanctionne ceux qui enfreignent ces lois? Vous avez à voir avec la sûreté, pardon. Certes, en tant que procureur. Certes, mais le procureur, à l'audience ou dans ses travaux écrits, n'est pas là pour écouter la voix de la société. Enfin, pas pour l'entendre, en tous les cas. Il est là pour chercher, pour déterminer à travers la loi quel est l'intérêt de la collectivité. Et l'intérêt de la collectivité ne se confond pas nécessairement avec l'addition de toutes les visions qu'en ont chacun et chacune d'entre nous. C'est ça qui est compliqué. Je repensais, en songeant à ce débat, à cette affaire du bijoutier de Nice, il y a assez peu de temps, en définitive, il y a 2 ou 3 ans, je crois, vous savez, qui avait tiré sur ses agresseurs. J'avais été un peu étonné de voir des élus d'envergure, forcément, s'ériger contre la loi, en nous expliquant que, non, qu'est-ce qu'on venait chercher à ce bijoutier qui avait tiré contre ses agresseurs? Je me disais, mais c'est un raisonnement un peu pernicieux. Parce que c'est vrai qu'on peut désarmer le vol, en quelque sorte.
Mais j'y crois pas. Depuis le temps que la justice s'y attaque, je vois qu'il est toujours aussi vivifiant et vivifié. En même temps, on peut aussi créer un état d'esprit particulier chez les voleurs. Il vaut peut-être mieux tuer celui qu'on va voler sans attendre qu'il vous tue. Il y a toujours un aspect pernicieux dans nos approches de sécurité. Et c'est intéressant que vous nous disiez à nous qui sommes partisans du droit, mais est-ce que vous ne croyez pas que le droit a des limites? Oui, moi je suis comme le bâtonnier Evans. Je crois que la sécurité a aussi ses limites. C'est affligeant de voir à quel point notre société est toujours en recherche d'une responsabilité. Il n'y a plus de fautifs, il n'y a plus que des coupables. Voilà. Si un médecin se rate, c'est forcément parce qu'il a commis un acte délictueux. Nous sommes rentrés dans un système de délinquance exacerbée. Il faut accepter, quand on vit en société, les risques inhérents à la forme collective de la vie. Le droit est là pour en marquer les espaces, marquer les frontières de ce qu'on peut attendre par rapport à ce qu'on peut exiger. C'est vrai que la peur, elle est légitime. Et je trouve très dommageable qu'aujourd'hui, certains vraiment disent même pas peur. Ce sont des bravaches, rien d'autre. Il est normal d'avoir peur, d'abord parce que la peur, ça affole, mais ça peut rendre intelligent. On peut chercher des solutions pour avoir à l'éviter. Cette espèce de cécité collective me chagrine. Mais quand ces mesures de sécurité sont prises dans les formes du droit, où est le danger? Le danger, permettez-moi de vous le dire très clairement aujourd'hui, c'est quand les Kalachnikov croisent la politique. Nous sommes dans une situation qui est aussi une situation électorale. Je crois que vous allez voter demain. Et je crains toujours quand la politique se trouve en situation d'exploiter la peur. Voilà. Alors si 94% d'entre nous approuvent les mesures qu'on leur propose, qui ont été décidées, ça m'ennuierait de penser que les politiques ont majoré les mesures nécessaires par rapport à une situation donnée parce qu'ils savent que c'est bon pour leur élection. Et il y a là un vrai problème. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer non plus qu'il y aura bientôt une présidentielle où les candidats ne manquent pas et que la différence, elle peut se faire autour de cette peur. Et ça n'est plus la démocratie. Merci. Alors, Marc Trévidic, je vais vous soumettre à la même question autour de ces deux notions, sûreté et sécurité. Mais je vais peut-être ajouter un autre concept qui est très important parce que, d'une certaine manière, il vient soutenir la liberté prise avec les libertés, c'est-à-dire les restreindre au motif qu'il faut les préserver, qui encore une fois est une aporie. Mais la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 5, invoque donc pratiquement d'entrée la notion de circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire qu'elle va faire, c'est tout son propos, un énoncé ô combien précieux de nos libertés, et elle prend quand même, elle a le souci, comme dans une sorte de préambule, de dire tout ça est très très précieux, il faut que toutes les garanties de droit permettent que ces libertés soient effectives, etc., etc. Et pourtant, les États peuvent se trouver dans une situation, une circonstance, et on invoque une catégorie qui d'ailleurs est bien connue des juristes, qui est la notion de circonstances exceptionnelles. J'aimerais savoir comment vous, juge d'instruction chargé des affaires de terroristes, c'est-à-dire directement en prise avec ce qu'il faut bien appeler une menace, comment vous ressentez cette notion de circonstances exceptionnelles et qu'est-ce qu'elle vous paraît pouvoir autoriser?
Le problème, c'est que je ne vois pas du tout les choses comme ça, pour une simple et bonne raison. C'est que ce que vous voudriez appeler circonstance exceptionnelle me paraît être simplement le déroulement logique de ce qui s'est passé sur 20 ans, voire 30 ans. C'est pas parce que ça dure que c'est pas exceptionnel. Non, mais exceptionnel, ça voudrait dire hors norme, inattendu quelque part. Or, il n'y a rien d'inattendu, il n'y a que de la logique totale. On a passé notre temps, je sais pas moi, grosso modo depuis 1996, depuis le Port-Royal, décembre 96, jusqu'à Méra, à être content de nous, à dire on évite des attentats, on est hyper efficace, on est super bon, tout va bien. Et pendant toutes ces années où effectivement la justice antiterroriste a arrêté et évité les attentats, on n'a jamais traité les causes de ce qui nous arrivait, jamais. Or, je vais vous donner un exemple. Bon, la radicalisation d'une partie de notre jeunesse, personne ne faisait rien, ça n'intéressait personne. Personne. Première chose. Quand en 2002, au début du conflit en Irak, apparaissent les brigades médiatiques d'Al-Qaïda, apparaissent les premiers sites internet à partir de 2003, propagande massive dans nos foyers, les magistrats antiterroristes et spécialistes s'inquiètent un tout petit peu de l'effet sur notre jeunesse. La seule réponse, et j'ai eu des réunions sur le sujet, on en a eu à la DST à l'époque, qu'est devenu des CRI, qu'est devenu des GSI, peu importe le terme, et c'est là toute la problématique, c'est que la réponse qu'on avait, c'était il faut laisser ces sites vivre, parce que ça nous permet de récolter des informations et du renseignement. Combien de fois j'ai entendu ça? Et quand on disait, attendez, peut-être que le remède est pire que le mal, parce qu'en attendant, c'est plus pratique pour vous pour bosser, mais ça fait un dégât pas possible, et ça propage l'idéologie salafiste, djihadiste dans les populations, dans n'importe quelle petite ville. Ça va nous donner le petit blondinet qui se convertit et qui parle plus à sa mère parce qu'elle ne veut pas se voiler, se convertir à l'islam. Ça va créer tous ces drames personnels. Parce que malgré tout, des morts terroristes, c'est un drame absolu. Mais les parents qui voient leurs enfants se convertir, partir en Syrie, en Irak, c'est un drame aussi, j'en ai vu, ces parents-là. C'est dramatique. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir un film qui s'appelle Les Cowboys, que j'ai beaucoup aimé. Donc, sur le sujet. Mais comprenez bien, c'est-à-dire, moi, je suis désolé, on n'a pas pris les bonnes solutions, les bonnes décisions. Non, mais alors, je vais vous dire pourquoi. À votre question, sûreté, sécurité. Comment on peut encore imaginer sûreté, c'est un mot policier. Comment on peut imaginer que le problème qu'on a en face de nous n'est qu'un problème policier ou de justice? C'est un problème de société, c'est un problème d'une idéologie qui se répand dans une société, c'est un problème de radicalisation de nos jeunes, de causes profondes, de malaise profond, de quelque chose qui va être infiniment compliqué à traiter, qui va devoir se traiter à tous les niveaux de la société, l'éducation évidemment, la justice pourquoi pas, je veux dire, la responsabilité de tout le monde, les musulmans eux-mêmes dans les mosquées qui devront quand même faire la guerre aux salafistes dans leur propre mosquée, tout ça. Alors vous pensez bien que la justice antiterroriste elle a bon dos au bout d'un moment, et puis tout d'un coup elle a fait ce qu'elle pouvait, et puis on veut se débarrasser d'elle tout simplement parce qu'on a laissé se propager jamais traiter la cause, toujours le sommet de l'iceberg. Mais si vous mettez le doigt sur un élément propagateur des idées qui nourrissent le terrorisme, et que vous nous laissez penser qu'il faudrait intervenir sur ce terrain, vous touchez à la liberté d'expression. Je ne sais plus quel homme politique a parlé de l'imam Google qu'il fallait tenir en laisse. Et là, vous êtes en contradiction avec vous-même. Je vais reprendre des exemples aussi historiques. Liberté d'expression, j'ai entendu ça en Grande-Bretagne à propos du journal El Ansar, quand en 1995, tous les ponts du GIA étaient à Londres. Attendez, est-ce que je peux préciser ma question? Oui. Qu'il faille, par exemple, empêcher ce type de propagation. Mais il faut une incrimination définie juridiquement. Et les difficultés commencent avec ça. Très franchement, moi, en novembre, on me demandait mon avis. J'ai été fervent supporter de faire de l'apologie, de sortir l'apologie du terrorisme de la loi sur la presse, d'en faire un délit qu'on puisse passer en comparution immédiate. Après Charlie Hebdo, il y a eu beaucoup de condamnations très lourdes pour apologie du terrorisme, des gens qui se permettaient d'applaudir, etc. Bon, ça m'était reproché, certains collègues en France ont cartonné vraiment très dur. Là, il y a eu beaucoup moins d'apologie du terrorisme, c'est-à-dire de gens qui se félicitent du fait, etc.
l'apologie du terrorisme, le fait d'appeler à la haine, au meurtre, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas une infraction. Ou alors on ne traite pas les causes, on continue à traiter les effets. Mais je ne suis pas, moi, liberticide, ce n'est pas le problème. Il y a des cas de figure où je trouve qu'on va trop loin. Je n'accepte pas l'idée de perquisition administrative parce que c'est un mélange entre liberté publique et liberté individuelle. Juge administratif, l'administration peut interdire une manifestation, c'est liberté publique, le droit de manifester. Liberté individuelle, la violation du domicile privé, là on mélange toutes les normes. On chasse le juge judiciaire de domaines qui sont son domaine réservé. On est en train d'éclater complètement notre système, sans réflexion, à mon avis. Donc il y a quand même des choses à voir. Mais prenons la liberté. Regardez les Anglais. Ils essaient, dans les années 95, le GIA, ils avaient un journal, El Ansar, à Finsbury Park, etc. Il y avait des prêches d'Abu Hamza, de Rachid Ramda, des choses comme ça. Enfin, avant 95, il a été arrêté à ce moment-là. Et il y avait un journal, El Ansar, et dans les numéros d'El Ansar qu'on pouvait acheter à Londres, il y avait marqué « Égorger les fils de Gaulle ». On voyait des phrases incroyables. Et liberté d'opinion, mais c'était censé, pas de problème, on ne peut rien faire. Ils ont changé leur loi, maintenant ils arrêtent les gens pour ça, sans problème. L'évolution dans tous les pays, c'est fait par rapport à ça. Il n'y a rien de... Parler liberté d'expression pour des appels au meurtre, enfin franchement, je vais vous dire, quand il y a des gens qui viennent dire après l'affaire Mera, applaudir, bravo Mera d'avoir tiré la tête d'une petite fille, je ne vois pas où est la liberté d'expression, il ne faut pas déconner non plus. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le même... Évidemment. Paul Albert Ivens. Oui, je voudrais dire un mot des perquisitions et des services antiterroristes en France. Peut-être aussi, vais-je vous surprendre, mais je pense qu'ils ne sont pas si mauvais, ces services. La preuve, c'est qu'on a fait 2000 perquisitions. De nuit, d'ailleurs par parenthèse, il n'y avait pas besoin d'état d'urgence pour ça, puisque dans le cadre antiterroriste, les perquisitions de nuit sont autorisées. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien. Rien, on est d'accord. Bien sûr, mais c'était pas judiciaire, encore une fois. Oui, mais que ce soit judiciaire... C'est de la pêche. Non, mais voilà. C'est pas pareil. Non, mais c'est de la pêche au filet dérivant, et on est allé voir quoi? Tous les gens qu'on soupçonnait de terrorisme. On a trouvé un fusil de chasse chez les Mire Blancs, et on l'a condamné à 6 mois avec sursis pour ça, ce qui est proprement ridicule. Et on a trouvé des couteaux, bon. Il n'y a pas une instruction qui a été ouverte pour antiterroristes sur la base des 2000 perquisitions qui ont été faites à travers la France. Alors on en tire deux conséquences. Soit nos services sont nuls, soit au contraire, ils sont très bons. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait vraiment de prêt à passer à l'acte, ils étaient déjà repérés, etc., et donnaient lieu à une procédure antiterroriste. Et c'est vrai aussi qu'en ce qui concerne le Bataclan, ils ont quand même été excellents. En 48 heures, on avait identifié à peu près toute l'équipe. Et on sait maintenant que ce sont des Belges, des Français qui sont allés en Syrie, que ça a été planifié en Syrie, etc., que les services, entre nous, n'y pouvaient pas grand-chose, parce qu'effectivement, on ne peut pas, dans le contexte européen, empêcher la libre circulation. Bon. C'est très facile, même avec les frontières théoriquement fermées, de passer par des postes non surveillés. Donc il faut peut-être aussi arrêter de se faire peur et constater qu'on a des services qui sont meilleurs que ce que l'on pense, et on est là souvent à se battre la coulpe, et que finalement le résultat de ces perquisitions administratives, il faut savoir ce que c'est une perquisition, hein, je ne l'apprends pas à tous les deux, mais et je pense qu'aucun d'entre vous ne l'a subi, mais une perquisition dans le cadre de l'antiterrorisme, on vous casse la porte, la nuit, il y a la famille, les enfants, etc. On hurle, tout le monde couché par terre, etc. C'est un truc d'une violence abominable, tout l'appartement est bouleversé. Et évidemment, on casse la salle de bain parce que c'est toujours là que sont théoriquement cachées les choses. Et on s'en va en laissant l'appartement dévasté. Quel va être l'effet de ces 2000 perquisitions sur les gens qui ont été victimes? Parce que là, je dis victimes de ça, on ne l'a pas encore pesé. Mais ce ne sont pas des gens qu'on a rendus un peu plus amoureux de la République et des services de sécurité. Non, mais juste là-dessus, il faut quand même comprendre quelque chose qui est très logique. Quand on a une enquête judiciaire, qu'on fait une enquête et qu'on décide d'aller perquisitionner chez quelqu'un en opération, un dossier d'instruction ou le parquet, c'est dans le secret, on arrive à 6 heures, on fait une perquisition sur la base déjà de certains éléments d'enquête et on a une petite chance. Si vous dites maintenant il y a état d'urgence, attention, tous les terroristes, cachez vos armes, on arrive.
Mais attendez, il faut être lucide sur l'effet de surprise des perquisitions chez les gens vraiment dangereux, les salafistes, quelque chose à se reprocher. C'est logique qu'on n'ait rien trouvé d'intéressant. Enfin, la perquisition, il faut un effet de surprise. Je ne vais pas commencer. Moi, quand j'étais juge d'instruction antiterroriste, je n'allais pas dire 2 jours avant, j'arrive, attendez-moi. Donc ça, c'est une mesure pour rassurer le peuple français, c'est clair, et je comprends qu'on la prenne. Ça peut avoir d'efficacité les 2-3 premiers jours, et après, voilà. Et c'est là que je trouve qu'il y a une nuance. Je parlais des distinguos liberté individuelle et liberté publique. Liberté individuelle, ce n'est pas du domaine du pouvoir, c'est le juge judiciaire qui les protège. Bon. Et ça, rentrer chez quelqu'un, ça pose un problème. Maintenant, les libertés publiques, c'est autre chose. Si vous avez une mosquée où habituellement il y a des prêches salafistes, il y a des gens qui appellent, ce que je disais, le même exemple, c'est pas Internet, mais c'est une mosquée qui appelle à la haine, etc., c'est de la responsabilité effectivement du pouvoir exécutif de fermer cette mosquée. Avec le contrôle et la juridiction administrative, là on est en termes de liberté publique. Les associations cultuelles qui ne respectent pas les lois de la République, c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre droit et j'ai rien à dire là-dessus. Qu'en état d'urgence, on ferme des associations cultuelles, des mosquées sous contrôle du juge administratif, il n'y a rien à voir là-dedans. Ce que je regrette maintenant, c'est le mélange justement liberté individuelle, les assignations à résidence, c'est une privation de liberté, les perquisitions, qui sont normalement du domaine du juge judiciaire, et on vient lui retirer. Et simplement, après je donne la parole, je ne veux pas être trop long, mais moi, ça fait 2 ans, avec mes collègues, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on voit, dans nos dossiers judiciaires, on voyait des jeunes rentrés de Syrie, qui avaient parfois passé 6-7 mois. Je me souviens de 3 qui étaient revenus. On arrête un gars, il nous dit moi c'est un tel qui m'a envoyé en Syrie. D'ailleurs ils y sont allés déjà, ils sont revenus, ils sont dans tel endroit, telle ville. On demande à un groupe enquêteur de bien vouloir monter une opération pour les arrêter. On lui dit non, on n'a personne. Dans 4 mois à peu près, parce que là il y a d'abord telle affaire. Alors nous on attendait 4-5 mois avec les risques que ça représente, des gens qui sont rentrés de Syrie. On ne sait pas ce qu'ils préparent. Les risques pour la société. Et on nous dit, il n'y a pas de monde. Et là, il y a l'état d'urgence, il y a l'armée, ils arrivent à faire 2000 perquisitions, quoi. C'est extraordinaire. On nous aurait donné des militaires pour les faire, les perquises, on les aurait faites. Mais tout ça est très juste, ça tombe même sous le bon sens. Je pense à un commissaire de police qui me disait récemment, mais ça ne sert à rien, ces perquisitions. Juste à permettre au ministre de l'Intérieur le lendemain d'annoncer qu'on en avait fait tant. Et vous voyez le résultat, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que c'est que ces actions qui sont publiées constamment ? Alors nous sommes, paraît-il, dans une situation exceptionnelle qui commande une acuité particulière et sans arrêt, mais la communication nous pilonne, nous terrifie. J'ai regardé ce matin entre 10h et midi cette remarquable chaîne BFM machin qui en continu affole la nation. Est-ce que c'est une bonne chose ? Quant aux perquisitions, j'en ai fait du temps que j'étais en activité, je me suis toujours gardé d'informer ma hiérarchie par crainte qu'elle n'informe celui que j'allais perquisitionner au risque de ne rien trouver. Alors, on voit bien que vous êtes très soucieux de laisser à chacun sa part, au juge judiciaire la défense des libertés individuelles, à la justice administrative le respect des libertés publiques. Mais est-ce que je peux me permettre de noter, encore une donnée d'opinion, encore un hommage à Roland, que les juges font l'objet d'une forme de suspicion. Certains vont jusqu'à dire qu'ils disposent d'un pouvoir dont ils ne sont peut-être pas nécessairement toujours, sinon dignes, du moins compétents. On peut aller jusqu'au bout de la provocation. Le juge Burgot à la section antiterroriste, moi, ça me ferait plutôt peur. Bref, comment réagit la magistrature, et en l'occurrence celle assise, ou en tout cas entre debout et assis, à ce genre de suspicion, à votre endroit?
Je ne suis pas certain que Burgot soit un bon exemple, parce que je pense que Burgot terroriserait tout le monde, y compris les terroristes. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Oui. Non, mais il faut penser aussi à ça. Vous savez, c'est pas forcément les bons qui réussissent chez nous. Au-delà de cela, est-ce que ça vous embarrasse? Ouais, Est-ce que ça embarrasse? Alors, je ne sais pas, on peut peut-être donner d'abord la parole à l'avocat. Il y a une réponse à ça quand même, qui est a priori la collégialité des juges. On peut trouver des imbéciles, il est plus difficile de réunir 3 imbéciles ensemble au sein de la magistrature. Je vois que... Ici, nous n'en avons que 2 pour l'instant. La collégialité est quand même une assez bonne garantie contre l'incompétence des juges. Mais de toutes les façons, à un état de justice, entre un état de justice et un état de police, il est évident que je préférais l'état de justice. Les juges sont des gens qui sont formés pour avoir la culture du contradictoire, la culture du respect de la loi. C'est quand même 2 choses tout à fait différentes par rapport à la culture du préfet. Hein, le préfet, il doit maintenir l'ordre, et on voit comment il le maintient avec ses 2000 perquisitions, mais avec l'efficacité qui a été soulignée par le juge. Je crois que, non, il y a vraiment, là, en ce qui me concerne, en tous les cas, même si je déteste les juges, je les préfère aux policiers. Alors, oui, est-ce qu'à ce stade... Je dis ça parce que vous nous avez dit de mettre un peu de... Oui, mais je vous en remercie. Parce que sinon, ils vont s'ennuyer en face. Vous remplissez tout à fait le rôle attendu. Bravo et merci. Oui, s'il fallait, à ce stade de l'échange, faire le point des dispositifs actuels ou en préparation pour tout demain, de ce qui vous paraît non seulement insupportable sur le plan des principes, mais totalement inutile sur le plan pratique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a les perquisitions, il y a l'aller et venir, il y a la surveillance généralisée, mais tout ça, d'abord, c'est déjà dans la loi. Oui, alors, parce que donc, on dit si que... si demain vous étiez législateur, qu'on vous avait élu pour faire la loi, qu'est-ce que vous nous enlèveriez? Qu'est-ce que vous garderiez? D'abord, on fait un faux procès à ce gouvernement que je ne défends pas particulièrement, mais la question, ils n'ont rien fait depuis le 4 janvier. C'est pas vrai. Ils ont fait la loi sur le renseignement, qui est un texte qui a été réclamé depuis très longtemps par la police. Que vous aimez appeler la loi sur la surveillance. Que j'appelle la loi sur la surveillance, car c'était son premier nom. Et puis ils se sont rendus compte que c'était un peu ennuyeux, donc ils l'ont rappelé sur le renseignement. Bon, qui est une loi qui consacre un glissement entre la police judiciaire et la police administrative. C'est-à-dire qu'on donne aux policiers des pouvoirs qui jusqu'à présent étaient réservés aux juges. Et on retire le contrôle du juge. Et on autorise des intrusions dans la vie privée qui vous concernent tous. Vous allez me dire, je ne commets pas d'infraction. Mais il suffit qu'on vous en soupçonne. Car cette loi sur le renseignement ne concerne pas, contrairement à ce qui a été répété sur toutes les ondes, le terrorisme. C'est un des objectifs de la loi sur le renseignement. Mais un autre de ces objectifs, c'est la délinquance. Et pas la criminalité, la délinquance. C'est-à-dire que dès l'instant que pour prévenir la délinquance, on estime qu'il y a des mesures à prendre, sans le contrôle d'un juge, les policiers, avec le simple aval du Premier ministre, parce qu'il semble qu'il soit plus facile de saisir le service du Premier ministre qu'un juge, pourront aller déposer des micros dans un domicile privé, mettre votre voiture avec un témoin qui permet de surveiller là où elle va, vous placer sur écoute, regarder toutes vos communications Internet, etc. Alors, évidemment, la plupart des gens pensent que ça ne les concerne pas, mais vous ne vous rendez pas compte que ça vous concerne. Parce que demain, vous pouvez déplaire à quelqu'un et vous y passerez. Parce qu'il n'y a plus le contrôle d'un juge. On est dans le domaine de la police, et de la police qui agit selon des soupçons. Eh bien, quand la police agit selon des soupçons, n'importe lequel d'entre vous, quoi que vous en pensiez, peut faire l'objet de soupçons de police, ne serait-ce que parce que son voisin ne l'aime pas, et avoir droit à des mesures totalement intrusives dans sa vie privée. Merci. Même question. Oui, là, vous allez leur faire peur quand même.
Et pour une fois, ils auront raison d'avoir peur. Non, je suis pas certain que ce soit vrai. Moi, ce qui me gêne en réalité, c'est pas qu'on écarte le juge judiciaire au profit de la police. Bon, il y a des sphères de compétences qui sont légales et constitutionnelles à la fois, donc bon, tout est bien tranché, le principe de séparation des pouvoirs, mais c'est précisément lui qui est en cause. J'ai pas de mal à faire confiance à la police, ni à la gendarmerie. Je dis simplement que la police et la gendarmerie dépendent du pouvoir exécutif beaucoup plus intensément que le juge n'en dépend, parce qu'il n'est pas complètement à l'écart du pouvoir exécutif. Et c'est ça le principal danger pour nos libertés. C'est que c'est le pouvoir exécutif qui, lui, est soumis à élection, qui est soumis à un certain nombre de contraintes, qui va décider de ce qui doit se faire. J'aime autant que ce soit le juge. Je ne dis pas que le juge soit parfait, tant s'en faut, je ne le crois pas. Mais je crois qu'il a sans doute plus de distance avec l'événement, plus de distance avec l'opinion publique. Et c'est ça qui est important pour le juge. Et c'est ça qu'on attend du juge. Aujourd'hui, si vous mettez le juge à l'écart, effectivement, c'est l'administration qui décide de ce qu'on doit accorder aux libertés par rapport à cette sécurité si recherchée. Merci. Marc Trévidic, même question. Vous concluez l'échange sur scène et ensuite nous passons aux questions de l'assistance. Vraiment, je resterai dans le domaine terroriste sur ces problèmes pouvoir exécutif-juge. L'activité de renseignement intérieur sur le territoire national, il faut savoir à quoi elle sert en matière de terrorisme. Il faut se poser la question. On ne surveille pas quelqu'un juste pour le surveiller en boucle, avec sa fichesse, et puis voilà, il est passé par ici, il repassera par là. Au bout du compte, quand même, c'est pour, s'il est dangereux, s'il prépare quelque chose, l'arrêter, le mettre en examen et le mettre en prison. On ne peut pas avoir détaché ça. Et ce que je trouve, maintenant, connaissant la façon dont fonctionnent les cerveaux des gens des services de renseignement, je trouve qu'ils n'ont toujours pas compris que le renseignement doit être au service du judiciaire sur le territoire français. À l'étranger, au Mali, le renseignement, ça permet de savoir qu'un tel utilise tel portable, et puis boum, on lui envoie un drone, et puis il explose. Mais ça, c'est à l'extérieur. Sur le territoire français, on ne drone pas les gens. Donc, quand on veut les empêcher de nuire, on leur met des menottes, on les juge, et là, on peut dire les juges sont trop laxistes en matière de terrorisme, il faudrait des peines plus lourdes. Tout à fait, on peut tout à fait discuter de ça, et s'il y a une question dans la salle, je vous expliquerai pourquoi en l'état c'est comme ça. Mais ça veut dire que tous les renseignements qui vont être recueillis des services de renseignement, au bout du compte, ils servent à quoi? À faire un tri et à venir voir le juge pour qu'il arrête la personne et l'empêche légalement de nuire. Car les assignations à résidence d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Vous pouvez faire un sondage auprès des Français, c'est super, les assignations à résidence, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont être levées. Fatalement, puisqu'on assigne à résidence des gens parce qu'on n'a pas de preuve qu'elles aient commis une infraction. Donc, au bout d'un moment, ils ne vont pas être assignés à résidence jusqu'à la fin des temps. Il faut bien comprendre ce problème-là. Donc, grosso modo, on a été chercher des gens, on les a assignés à résidence. À la fin de l'état d'urgence, elles sont dehors. On n'aura pas fait l'effort de chercher des éléments de preuve pour pouvoir les empêcher de nuire s'ils sont dangereux plus durablement. Donc voilà, le problème, il est là. Ce n'est pas simplement le fait de prendre des mesures attentatoires éventuellement aux libertés, c'est en plus de se demander si c'est efficace. Parce que ça serait quand même le comble de prendre des mesures attentatoires aux libertés qui sont en plus inefficaces. On parle de sécurité et liberté, il faut quand même admettre qu'au moins, si on doit sacrifier des libertés, pourvu que ça soit efficace, les mesures qu'on prend. On a le droit de se poser cette question-là. Donc ça ne suffit pas de dire « je prends des mesures attentatoires aux libertés pour votre sécurité ». Prouvez-nous que c'est efficace. On verra dans 3 mois, il faudra vraiment qu'on ne se moque pas de nous. C'est-à-dire qu'on nous dise à quoi ça a servi l'état d'urgence. Avant de le prolonger, il faudra peut-être quand même qu'il y ait un état des lieux et qu'on nous dise effectivement combien de procédures terroristes ont été induites par cet état d'urgence. Combien de terroristes on a arrêtés suite à cet état d'urgence. Voilà, c'est quand même des questions qu'il faudra se poser. Je ne suis pas contre des mesures exceptionnelles, mais au moins qu'elles soient efficaces. Et là, j'ai des doutes. Yvan Gastaut nous a rejoints. Et je vous livre tous les 4 aux questions de la salle. Alors, notre ami Serge se dévoue
Oui. Je te remercie.